Passons maintenant au Maroc. On va évoquer ces pourparlers libyens et cet accord sur les institutions régaliennes, les pourparlers interlibyens du Maroc qui réunissent les deux délégations du Haut Conseil de l'État et le Parlement de Tobrouk ont progressé en matière de détermination des critères de nomination dans les postes des institutions régaliennes. Les deux délégations n'ont pas tenu de réunion mercredi. Cette pause constitue une pause pour les deux délégations afin de se concerter sur les directions avant d'annoncer jeudi un accord de principe concernant les mécanismes de nomination dans les postes régaliens, à l'opposé du dialogue de Genève organisé sous les auspices des Nations Unies pour décréter le cessez-le-feu. Eric Johnson, il y a en tout cas depuis quelques semaines déjà un cessez-le-feu au niveau de la Libye, décidé par les deux gouvernements rivaux. C'est dans les sillages de ce cessez-le-feu que chacun des deux parlements a envoyé une délégation au niveau du Maroc. On parle d'accord. Est-ce qu'on peut commencer par être optimiste pour la Libye d'abord? L'essentiel, c'est que les deux parties arrivent à discuter. Parce que ce qui se passe en Libye est vraiment désolant pour toute l'Afrique. Si nous connaissons le poids de ce pays au temps du colonel Muammar Kadhafi, je pense que si les deux parties veulent réellement résoudre de façon générale, globale, le problème, ils pourront l'obtenir en se regardant face à face et en échangeant réellement sur les vrais problèmes qui touchent le peuple libyen. Moi, j'ai cette tendance-là de parler toujours du peuple, parce que après tout, c'est ce peuple-là qui souffre encore. Et vous voyez la décadence de l'État malien, tout ce que ça a créé dans la sous-région. Aujourd'hui, c'est par la Libye que tout passe. Tout ce qu'il y a comme trafic, la drogue, les armes, les stupéfiants, tout ce que vous voulez passe par la Libye. Et même les migrants clandestins, tout passe par la Libye. C'est-à-dire que c'est devenu, je sais pas, un vaste champ où chacun vient expérimenter et quelque chose. Les Européens, quand ils fabriquent de nouvelles armes, ça passe par là, on vient et puis... Mais vous savez, les deux camps doivent forcément penser à leur pays. Ce qui se passe, je ne sais pas ce que le pouvoir donne toujours. Quand les gens ont un brin de pouvoir, c'est fini. Ils deviennent, franchement, excusez-moi le terme, mais inhumains. Parce que je ne vois pas pourquoi, dans le même pays, on va avoir deux gouvernements et pratiquement deux États. Mais ils se battent pour dire « je veux diriger l'autre côté », etc. Je me dis, je suis un peu optimiste, juste par le fait que les deux camps arrivent à se parler. Par contre, il faudrait que chacun mette un peu d'eau dans son vin pour que les discussions puissent aboutir et que désormais la Libye sorte de cette léthargie. Est-ce qu'il y a des raisons aujourd'hui de se dire que c'est pour parler, ce cessez-le-feu risque d'aboutir sur des choses durables pour une véritable pacification du Mali, de la Libye, pardon. Si l'Occident le veut. Oui, si l'Occident le veut, parce que vous verrez que en fait le théâtre politique, le terrain c'est la Libye. Mais tout se décide à l'extérieur. Il y a une autre réunion à Genève, il y a un groupe à Genève, il y a d'autres à Rabat, et c'est du moins les puissances occidentales qui sont là et qui tirent les ficelles. Même au-delà. Et la dernière fois, je disais que lorsque vous prenez le gouvernement national, vous verrez que derrière ce gouvernement-là, il y a le Qatar et la Turquie. Lorsque vous prenez les hommes donc, du général Haftar, qui a pris donc la partie orientale et qui a fait même faire route, il est à Sirte, et après Misrata, il sera à Tripoli. Et ce groupe-là est soutenu par quoi? Par la Russie, par l'Égypte, par et l'Émirat arabe uni, par l'Arabie saoudite.
Pourquoi? Parce qu'il y a quoi? Il y a du pétrole là, il y a l'or noir là. Et vous verrez que tout le monde tire les ficelles. Et même la Turquie a envoyé des éléments sur le sol donc libyen. Donc, ça veut dire que c'est eux qui sont là, qui tirent les ficelles. Lorsque j'ai écouté la dernière fois le chef donc de la diplomatie européenne qui dit que oui, et maintenant nous allons vers un cessez-le-feu, il faut ici des embargos sur les armes. Je vous dis, où le général Haftar trouve les armes où? Si ce n'est pas eux qui les livrent, peut-être qu'en contrepartie donc de beaucoup de tanks de pétrole. Donc c'est eux qui sont là qui tirent les ficelles. Maintenant les deux là sont devenus comme des marionnettes. Hein, peut-être un matin on les balance ici, on les balance dans d'autres capitales. Mais sauf que ce que nous voyons aujourd'hui à Rabat au Maroc, ça donne l'impression de quoi? Que nous allons progressivement vers quelque chose de durable. Parce qu'au moins pour une fois, ils se sont accordés et disent qu'ils vont faire taire les armes, ils vont créer du moins une instance où les deux parties vont se retrouver. Je crois que c'est déjà un bon départ. Mais sauf que si après l'accord, une puissance occidentale trouve que, bon, en faisant cela ne va pas tellement m'arranger, il peut encore demander à l'autre là de prendre un bon matin les armes, il va même leur fournir les armes et puis paf, ça va reprendre. Sylvestre, tu sais, je pense que fondamentalement cette crise-là libyenne a été créée par les Européens parce qu'ils ont décidé ainsi d'aller tuer sauvagement un chef d'État africain. Mais je pense que c'est aux Africains aujourd'hui de réfléchir, de penser vraiment à leur développement. S'ils vont encore assez pour parler, pour prendre de bonnes décisions, et qu'il y a encore des puissances étrangères qui interviennent pour leur faire changer d'avis et tout ça, je ne vois même pas l'importance de ces pourparlers. Donc pour moi, aujourd'hui, les Africains doivent véritablement réfléchir face à leurs problèmes, à leur situation. Il ne s'agit pas de dire je suis puissant ou l'autre de dire je suis impuissant. Faut pas qu'il y ait ces paradoxes-là, mais c'est qu'il faut dire comment le peuple malien va-t-il s'en sortir, libyen, pardon, va-t-il s'en sortir. C'est ce qui est fondamental. Les puissances étrangères, oui, la Turquie, tout ça, on sait ce que ces puissances-là viennent chercher sur le continent. Mais nous sommes assez intelligents quand même pour bloquer cette propension-là. Nous ne devrons plus permettre que ces gens-là viennent nous imposer leur désirata. Il faut qu'on réfléchisse. C'est pour ça, j'ai pas envie d'évoquer quand même les puissances étrangères par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Ça se passe sur le sol africain. Au Maroc, c'est un pays frère. Donc, ils peuvent trouver des solutions là-bas. Et je pense que ce devrait être des solutions durables. Lorsque vous parlez donc de l'Afrique, sauf que je vous dise que l'Afrique ne peut rien. Parce que il y a déjà un pays africain qui s'est déjà positionné en faveur donc, du général Haftar, qui est l'Égypte. Et même avant que les puissances étrangères ne puissent intervenir en Libye, il n'y a que deux chefs d'État africains qui se sont opposés. Il y a le Sud-Africain Jacob Zuma et puis il y a également un autre. Il n'était que deux. Les autres se sont tués. Pourquoi? Parce que d'abord, eux, ils sont mal élus. Ils sont d'abord en mauvaise poursuite dans leur pays et ils ne sont que des préfets donc de ces puissances-là dans leur pays. Donc ils ne peuvent rien dire. On va demeurer préfet. Celui qui va soulever son petit doigt pour dire non, France arrêtez, il aura des problèmes dans son pays parce que c'est la France qui l'a mis là. Donc il y a ces clichés-là. On ne refuse pas. La France ne peut rien. Oui, je ne refuse pas. L'Afrique ne peut rien parce que de 2011, parce que Kadhafi a été tué en 2011, de 2011 à aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que l'Afrique... J'ai écouté entre-temps le président guinéen Alpha Condé, au moment où il était donc à la tête donc, de l'Union africaine, qui disait que oui, ils vont prendre donc, le problème donc, de la Libye à bras le cœur, tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Rien. Et ils ne peuvent rien faire parce que c'est eux qui leur disent donc, ce qu'il faut faire et ils resteront ainsi, malheureusement. Je pense que c'est le lieu pour nous de demander à nos dirigeants là
de faire quelque chose. Si on se tait, si tout le temps on va penser que c'est toujours l'Occident qui nous crée des problèmes, nous n'allons jamais rien résoudre. C'est ce que je voudrais dire. Il faut qu'on se dise que nous sommes aussi intelligents pour régler nos problèmes. Laissons l'Occident, parce que eux, on sait ce qu'ils viennent chercher. Mais nous pouvons le faire. Il suffit d'une volonté politique. Je vais te donner juste un exemple. Tu peux prendre n'importe quelle capitale que tu veux. Il suffit juste que les citoyens de ce pays-là prennent n'importe quelle capitale que tu veux, qui sortent pour manifester, pour que la Libye retrouve donc une stabilité. Je vous dis que dans ce même pays, on va les gazer. Dans ce même pays, prenons juste peut-être le cas du Togo, où les gens sortent pour manifester qu'il faudrait quand même que leur chef d'État s'implique, ou bien prenne position donc, au niveau donc, de la CEDEAO. Il faudrait qu'il pèse à ce qu'on retrouve une stabilité. Donc, je vous dis, on va même gazer ces Togolais-là qui ont fait cette démarche-là. C'est pourquoi je vis l'Afrique en réalité. C'est parce que on n'en parle pas beaucoup. Tu te rappelles quand le Gabien a été attaqué aux États-Unis, mais on parlait d'autres personnes, d'autres Noirs. On l'a oublié. On l'a oublié. Mais une fois que 2-3 Africains ont commencé par en parler, tout de suite, on a pris son problème en compte. C'est-à-dire qu'il faut toujours en parler. Ce que nous sommes en train de faire ici est très important pour que les Africains aussi écoutent, sachent qu'il y a un problème délicat dans les pays voisins. Alors, quand on prend, en tout cas, ce qui a été décidé, ce qui a été trouvé aujourd'hui comme accord au niveau du Maroc sur la direction des postes régaliens, on parle ici de la Compagnie nationale du pétrole, l'autorité libyenne d'investissement, mais également la direction des élections. En tout cas, c'est un nombre de compagnies. Vous n'avez pas l'impression que le vrai problème est là, mais on se partage les postes régaliens. Justement, c'est cela. Et c'est de là aussi que viendra le problème futur, parce que ils vont finir donc de faire la répartition. Il y a une partie qui va se dire que non, moi je ne suis pas tellement satisfait donc de la répartition. Je viens bien prendre tel poste. L'autre va dire non, c'est déjà un acquis, on a signé un accord, moi j'ai déjà pris. Et puis ça va encore partir de là. Donc c'est cela en fait le quotidien au niveau de l'Afrique, non? Ça va être un cercle vicieux. Un cercle vicieux. À un moment donné, il faudrait que eux aussi, il faudrait qu'ils se souviennent quand même de ce peuple-là. Ce peuple-là, le peuple libyen qui était un peuple très envié au niveau de à un moment donné, qui n'ont pas peut-être à traverser, non pas. C'est juste l'Italie qui est là, mais au temps de Kadhafi, même le plus pauvre donc des Libyens ne va même pas penser prendre donc la pirogue pour aller en Italie. Mais aujourd'hui, mais ils sont totalement dans la merde. Donc à un moment donné, il faudrait quand même que les fils libyens, c'est-à-dire les deux parties, Haftar et Faïch, je crois, il faudrait quand même qu'ils accordent leur violon, qu'ils essaient donc de voir l'intérêt supérieur de la nation et qu'ils fassent la paix. Ces séances-là qui peuvent quand même sortir de cette crise-là, parce que une fois qu'ils essaieront donc d'être unis, je crois qu'ils peuvent avancer. Mais sauf que leur union aussi sera aussi dictée. Ils seront toujours là, par les puissances occidentales. Mais bon, à un moment donné, il faut que le patriotisme prime. C'est-à-dire que quand je fais un lien avec le problème malien, c'est ça ce qui se passe, malheureusement pour nous. Les gens se partagent ce qu'eux-mêmes appellent le gâteau. Déjà, le fait de se partager des postes dans les sociétés importantes de la Libye, ça crée déjà un problème, à la base. Or, ceux qui ont quand même la capacité de pouvoir gérer ces sociétés-là ne seront jamais appelés à le faire. Mais on va aller prendre des politiques, parce qu'ils ont lutté dans tel camp, on va aller prendre. C'est vraiment dommage pour nous. C'est pour ça que je dis qu'il faut... il faut une certaine refondation de nos sociétés, partout. La refondation de nos sociétés. Les valeurs humaines qu'on a perdues par la recherche de la gloire, de l'argent, et on oublie l'essentiel. On est devenu, je ne sais pas,
excusez-moi, mais des animaux. Aucune humanité en nous encore. Parce que il faudrait être puissant, il faudrait prendre ceci, cela. Mais si ceux qui parlementent ont choisi de commencer par là, c'est qu'ils trouvaient ça aussi important. Oui, mais quand vous trouvez ça là important, vous laissez le vrai problème. Le vrai problème en Libye aujourd'hui, c'est la situation militaire. Il faut arrêter définitivement la guerre. Moi, je pense que c'est par là plutôt il devait commencer. Il devait commencer par dire, OK, il y a eu le cessez-le-feu, disons aujourd'hui, la guerre est finie. Et après, le reste suivra. Pourquoi vous allez commencer par partager des postes avant d'aller vers la vraie solution? C'est dommage. C'est ça qui interroge. Le partage de postes, est-ce que c'est ça qui va faire cesser la guerre vraiment? Bon, ça va l'actiser plutôt. Quelque part, ça peut conduire à. Ça peut conduire à, parce que vous avez vu, il y a certains qui ont pris les armes, bon, et derrière, il y a toute une armée qui est là. Donc, il faudrait à un moment donné prendre au moins un poste pour assurer ses arrières. Parce que vous savez, il y a souvent l'habitude de dire que lorsque le militaire se retrouve dans le dénouement, s'il prend les armes, donc, vous voyez, donc, à un moment donné, voilà, il y a des postes, on se partage les postes d'abord. Si on sait que voilà, c'est bon, on peut avancer. Donc, ça veut dire que maintenant, ça veut dire qu'on a mangé, on est rassasié, maintenant on peut parler. Voyez-vous, donc, c'est ce qu'ils vont faire, mais sauf que ça dure. De 2011 à aujourd'hui, ce pays est devenu pratiquement une ruine, une ruine. Et ça devient aussi le foyer du djihadisme. Et c'est en cela que je peux peut-être dire que les hommes du général Haftar, quelque part, à quelque chose de malheureux bon, ont au moins œuvré à neutraliser les djihadistes, parce que les djihadistes avaient pris Benghazi, mais c'est eux qui ont fait chasser donc les groupes djihadistes donc de Benghazi. Ils ont pris Benghazi. Donc c'est pourquoi, d'une manière ou d'une autre, vous verrez que la France ne titille pas trop les hommes du général Haftar, parce que la France qui lutte contre le terrorisme, le général Haftar qui a fait dégager le terrorisme, donc ça veut dire que ça devient pratiquement un allié de la France. La pause maintenant et puis le dernier sujet.